Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Monteur, acteur et réalisateur, formé au montage à la Fémis et ayant fini ses études il y a peu, notre invité est déjà passé par de multiples projets et il en a déjà plein d'autres en tête et entre les mains. Parmi ses œuvres, on peut citer son très beau film de fin d'études Every Heaven in Between, qu'on pourrait s'amuser à traduire par Tous les interstices de paradis, mais aussi son travail de montage sur les films d'Elina Lovenson, ou encore sa présence réconfortante à l'écran dans le court-métrage de Valentine Cadic, Les Grandes Vacances. La cinéphilie de notre invité semble avoir hérité de cette énergie, lumineuse et ludique, mais pas seulement. La mélancolie semble avoir une grande place au sein de celle-ci, l'illuminant d'une aura douce et triste, plongeant dans un passé plus ou moins douloureux, ou se consumant dans une ardeur violente et dévastatrice, créant un rapport au monde terrible et sublime. On ne vous en dit pas plus et on te souhaite la bienvenue à notre micro. Elio Pou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux et heureuse de t'accueillir aujourd'hui à notre micro. Merci à vous, c'est un honneur d'être ici. Et alors, comme de coutume, on va commencer par une citation surprise. Nous poursuivons un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les monstres qui pleurent et les enfants qui brûlent. Un cinéma qui jouit et se consume sans compter. Et nous invitons tous les cœurs enflammés à venir souffler sur les braises. Ces mots actent notre volonté commune de faire des films, de les rêver, de les penser, de les désirer, de les révéler. Ce n'est pas un dogme, juste une flamme dans la nuit, notre état du moment. Et alors c'est une citation qui est extraite du manifeste Flamme, écrit donc par Yann Gonzalez, Caroline Poggi, Jonathan Vinel et Bertrand Mandico, et publié dans les Cahiers du cinéma en 2018, il me semble. Incroyable, merci pour cette découverte. Je la découvre ici. Je savais qu'ils avaient créé un manifeste tous ensemble. C'est très beau. La flamme dans la nuit, ça te parle ? Ouais, complètement. Ça me parle beaucoup parce que il y a de la lumière dans l'obscurité et une forme de logique dans le chaos aussi. Et ces cinéastes, c'est des cinéastes dont tu te sens proche peut-être ou... Ouais, je me sens... Ou en partie en tout cas. Très proche, ouais, du cinéma de Yann Gonzalez et de Bertrand Mandico, et aussi de Caroline Poggi, de Jonathan Vinel. Ce sont des cinéastes qui ont pour moi ouvert le champ en fait d'un certain cinéma, comment dire, qui ont déployé une forme d'imaginaire et qui ont convoqué les spectateurs et les spectatrices à une forme de danse cosmique. Voilà, à travers des formes qui sont super diverses et proliférantes et multiples, colorées. Il y a des monstres, il y a du romantisme, il y a de la chair. C'est un peu tout ce qu'on aime, quoi. Et tout ce dont le cinéma français a besoin aujourd'hui. Eh ben, on va continuer avec des monstres, de la couleur, de la chair et bien plus encore, parce que pour ton portrait, on t'a demandé si tu étais un costume au cinéma. Et t'as commencé par nous répondre par l'univers queer et rave de Gregg Araki. Ouais, carrément. Gregg Araki, c'est l'un des cinéastes que j'aime le plus. J'aurais adoré vivre dans ses films. D'ailleurs, j'ai l'impression de vivre dans ses films. Mais qui sont violents aussi. Qui sont violents, mais tellement beaux par leur splendeur de cette violence-là, d'une jeunesse écorchée vive, qui se consume et qui sont dans la vitesse aussi, en fait. Ce sont des jeunes gens qui vivent vite parce qu'ils sentent que le monde brûle autour d'eux. Et ça rejoint un peu la flamme dont tu parlais tout à l'heure, la flamme dans la nuit. Ce sont des personnages qui sont consumés un peu vivants par le monde. Mais par cette flamme, ils éclairent aussi le monde, en fait. Et si on en revient au costume, c'est beaucoup plus que des accessoires, justement, dans les films de Gregg Araki. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler ? Ouais, c'est, par exemple, le premier que j'ai découvert, c'est The Doom Generation, 95, avec Rose McGowan et James Duval. C'est un road trip vers le sexe et la mort, quoi. On peut dire ça comme ça.
Totalement. De 3 jeunes personnes qui se rencontrent dans la nuit et dans le désir, et tous les 3 ils échappent à quelque chose, à un monde déjà un peu déliquescent. Et donc je reviens à la question de base, les accessoires, les costumes. Les costumes, la DA du film est incroyable, que ça soit le décor ces murs monochromes blancs au carrelage damier noir et blanc, les chambres rouges, c'est très dense en fait, les couleurs sont très vives et ça accroche tout de suite en fait l'œil. Et les costumes sont incroyables, on a du cuir, on a du matière plastique. Il y a je crois que c'est un parka plastique que porte Rose McGowan en fait quand ils sont dans le magasin de disques, ouais. Et il y a aussi ces t-shirts très 90, un peu grunge, très oversize, l'héritage de Kurt Cobain avec des rayures jaunes et marron. Très précis. Ouais, enfin c'est des choses qui marquent, j'ai l'impression. Le costume, le décor, la musique aussi, tout ça accompagné par une BO absolument splendide à chaque fois, très shoegaze. Donc on a du slow dive, on a du ride, on a du Cocteau Twins dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Tout ça fait qu'on a envie de vivre dans ces films, quoi. On t'a demandé ensuite si tu étais un corps, qu'il soit réel, virtuel ou chimérique. Et là, tu nous as répondu par 3 corps. Ouais. Quand ils sont réels, c'était les beaux garçons qui portent le spleen. Alors, on aimait beaucoup cette expression-là. Tu nous as aussi parlé de Neo dans Matrix, de Doona Bay dans Sense8 et de Haoru dans Le Château Ambulant. Ouais. Voilà, c'est beaucoup de corps masculins très fins. C'est beaucoup de corps masculins très fins. Très jeunes. Je me rends compte maintenant, ouais, exactement. Peut-être que j'étais standardisée aussi à une forme de standardisation du corps masculin parce que tout ça c'est relié à des questionnements aussi sur le genre dans les corps qu'on se projette nous, et c'est vrai que moi je me projette 100% dans des corps masculins, ou dans tout cas androgynes, mais plutôt masculins. Ceci dit, le corps de Neo c'est un corps masculin mais qui est quand même aux frontières poreuses, quoi, de plusieurs genres, parce que la relation que Neo a avec je me rappelle plus le prénom Trinity, avec Trinity. Moi, j'ai l'impression que c'est des corps complètement queer, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit des corps très, qu'on est marqués par les stigmates de la virilité ou de la féminité dans les 2 cas. Oui, et puis c'est des corps aussi qui sont très marqués par la relation chair-machine. En fait, ouais. C'est plus ça qui va les marquer que des corps masculins, féminins. Oui, ils sont déjà au-delà du binaire. Ils sont, oui, quelque part dans le monde du futur. Dans le monde inventé par les Wachowski. Déjà, en fait, à l'époque, elles avaient complètement déjà devancé toutes ces questions que nous, on se pose aujourd'hui dans les années 2020. En fait, c'était déjà devancé il y a plus de 25 ans. Et même par des théoriciens, des russiennes bien en amont, mais qu'on connaît un peu moins. Mais grâce à la trilogie Matrix, enfin maintenant quadrologie. Oui, quadrologie, ouais. Ça a permis aussi de vulgariser, en fait, de représenter des corps au-delà des corps binaires qu'on peut voir classiquement dans plusieurs formes de cinéma, et je trouve ça assez génial en fait de retrouver comment les sœurs Wachowski ont inséminé des théories pour moi qui sont extrêmement progressistes, même transhumanistes quelque part, dans des œuvres grand public en fait, très qui populaire. sont très populaires, des blockbusters. Donc c'est des blockbusters qui sont extrêmement intelligents. Et c'est assez incroyable en fait. Là je pense à Avatar, mais pour moi Avatar il est pas du tout au niveau des Wachowski en termes de philosophie, de conception des corps, de conception de la famille, du monde. Il y a quand même énormément de guerre en fait dans Avatar, le dernier là en plus. Il y a quelque chose de très généreux dans leur cinéma des Wachowski. Il y a quelque chose de très ouvert en fait que n'a pas du tout Avatar. Ouais, complètement. Avatar à côté a l'air beaucoup plus puritain en fait. C'est des notions très américaines de la famille qui sont au centre. Ouais, les Wachowski, on est vraiment dans le futur quoi. Dans un beau futur. Ouais, dans un beau futur. C'est beaucoup plus accueillant que le cinéma de James Cameron, je trouve. Ouais. D'une certaine façon. Ouais, peut-être parce que aussi ce sont des œuvres qui ont été réfléchies à plus d'une tête. En fait, il y a déjà une multiplicité à la conception même du projet, et aussi dans leur vécu en fait de elles, comment elles ont traversé aussi leur corps et leur identité,
et la manière dont ça a été infusé dans leurs œuvres, mais depuis le début en fait. Et je trouve ça, il y a une ligne en fait très claire qu'Étienne, même si Matrix 4 n'a pas connu le succès populaire des autres Matrix, en même temps ça aurait été compliqué parce que les 3 premiers Matrix, enfin surtout le 1, a tellement tout démonté en fait dans l'industrie même hollywoodienne que c'était difficile de faire mieux, quoi. Mais même avec la série Sense8, mais je crois qu'on va en discuter tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et moi, je voulais juste revenir sur cette expression que tu disais des corps qui portent le spleen, parce que je trouvais ça très beau et ça ajoutait une espèce de lourdeur sur ces corps-là qui étaient un petit peu donc malmenés, violentés, une espèce de pesanteur qui pesait sur ces corps, quoi. Ouais. Je pensais sur la fois très gracile et aérien. Enfin, je pensais à Hauru, par exemple. Ouais. Et il y a un truc qui pèse sur eux. Ouais. En tout cas, dans le cas de Hauru, c'est un peu comme un prince hyper dramatique, hyper drama, très théâtral. Du coup, qui est aussi dans une forme de queerness, hein, pour moi. Totalement. Et mais oui, qui porte une forme de spleen et quelque chose d'indomptable, comme si en lui il y avait une part d'ombre que personne pouvait voir, quoi. Et comme ça, il rentre chez lui avec tous ses vêtements à nettoyer. Il y a la notion de se purifier, même dans Chihiro aussi, l'idée de sortir dans le monde, l'affronter, revenir avec des blessures, soigner son corps, purifier, le soigner, le retraiter. Alors, pour cette 3e question du portrait, ensuite, on t'a demandé si tu étais une langue au cinéma, et tu nous as répondu par 2 langues. Déjà, le cantonais dans les films de Wong Kar-wai, et le français dans le court-métrage J'ai faim, j'ai froid de Chantal Akerman, et dans les films de Rohmer, et notamment Les Nuits de la pleine lune, Contes d'été, Le rayon vert. Ouais. C'est marrant, les 2 parallèles. En fait, il y a la chaleur, il y a la danse, il y a la chair, en fait, dans les films de Wong Kar-wai à travers le cantonais. Donc, c'est surtout les premiers films. Sachant que c'est vraiment un enjeu chez lui, le cantonais dans ouais. ses films. Ouais, parce que je pense que c'est la langue avec laquelle il a grandi. Et aussi, c'est tout le cinéma hongkongais. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je regardais les films hongkongais à la télé et je comprenais rien. Et j'adorais, en fait. Je trouvais ça hyper chantant, hyper drama aussi. C'est beaucoup plus... j'ai l'impression que les tons sont plus relevés qu'en mandarin, en fait. Et du coup, c'était plus spectaculaire aussi, déjà comme ça dans la parole. Et il y a la chaleur... la sensualité de ces films dans le cantonais, que ce soit dans Les Années Sauvages, Chungking Express, La Langue de Tony Leung ou de Leslie Chung, incroyable. On a l'impression qu'ils s'engueulent tout le temps et en même temps qu'ils se déclarent des poèmes d'amour, quoi. C'est un peu ça. Et alors, si je reviens en France, oui, j'ai cité ce court-métrage de Chantal Akerman que j'adore. Je le trouve incroyable, ce film. Très particulier. Très particulier, ouais. Il est très frontal, en fait, dans son rapport à la langue aussi. Ouais, c'est... En fait, il y a un côté très ludique, moi, je trouve, dans ce film, dans la manière où on suit la déambulation de jeunes filles qui se rencontrent et qui traversent la nuit et qui parlent et qui ont des formes aussi de manie, des mono-obsessions sur des objets, sur la nourriture, justement, le rapport à la nourriture qu'on trouvera dans Je tue, il, elle aussi. Le rapport un peu obsessionnel à la nourriture et au corps. Et oui, il y a des répétitions de phrases dans ce film. Et en fait, Chantal Akerman, pour moi, c'est aussi une cinéaste qui a inscrit des personnages dans la vitesse, pour moi. En tout cas, dans ce film-là. Les personnages vont vite dans ce film. On marche vite, on mange vite. On réagit tout le temps. On réagit, oui. On parle toujours au présent. Oui, c'est déclaratif. J'ai faim, j'ai froid, je fais ça. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est en même temps très enfantin. En fait, on va dire ce qu'on ressent. Si on a faim, on va le dire, en fait. Et pour moi, c'est un cinéma très juvénile, en fait. Très juvénile. Et... Parce que justement, tout à l'heure, on me parlait des corps dans le spleen. Et déjà là, en fait, il y aura une forme de gravité. Des corps, par exemple, dans lesquels naissent le désir, mais qui n'auront pas les mots pour le formuler. Donc ça, c'est l'adolescence. Quand on est brûlé par le désir. Et quand on est un peu... Oui, questionné par le rapport aux autres, mais quand on est enfant, on est dans un rapport purement de plaisir, en fait, à la pêche qu'on va manger, au lit qu'on va faire une sieste, en fait, c'est un rapport, je dirais, plus frontal. Et la vitesse, je crois.
Non, excuse-moi, mais et même au désir, en fait, à la toute fin du court-métrage, elle fait donc sa première fois, et le mec lui demande est-ce que c'est ta première fois, elle lui dit oui, comme ça ce sera fait. Mais comme si c'était, elle achetait une pomme au supermarché, quoi, il y a un truc comme ça, ce sera fait, et boum. J'aime beaucoup parce que tout est dédramatisé, en fait. Alors, faire l'amour pour la première fois équivaut à manger une tartine de pain avec du beurre, quoi. Et tout est à l'horizontalité. Et en fait, moi, je vois une grande tristesse dans ça aussi. Parce que, en fait, c'est une forme de mélancolie, de spleen, mais encore plus intérieure que les films que je citais tout à l'heure, qui est tellement intérieure que oui, justement, on va consommer les choses pour les faire, en fait. Il faut que ça soit fait. Voilà. Et le langage sert un petit peu à exorciser tout ça, peut-être. Ouais. Il y a tellement de spleen qu'il faut quand même le dire, mais de façon ludique aussi, de le dire de façon directe, comme pour mettre une distance. Complètement, et c'est aussi la main que le personnage qui est très solitaire tend à l'autre personnage qui est aussi solitaire, et de ces deux solitudes pourront peut-être naître une relation, et pour mieux vivre dans le monde. Mais dans les films de Chantal Akerman, c'est la difficulté d'exister, quoi, la difficulté de respirer, de dormir, de manger, tout est difficile, tout est lourdeur, et pourtant la manière dont elle a de filmer ses personnages, il y a une grande joie, une grande forme de ludisme. Elle regarde toujours ces personnages enfin, c'est très humain, quoi. C'est jamais, même je pense à la séquence dans Je tue elle où, du coup, le personnage féminin fait du stop, et il rencontre ce monsieur en camion qui la prend. Et je crois qu'il y a un long plan séquence comme ça dans le camion où il parle de tout. Je crois que ça dure 15 minutes. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai vu à la Cinémathèque. C'est super de parler de ce film ici. Et c'est hyper beau, quoi, mais beau comme du documentaire. Et oui, j'ai choisi ces deux langues parce que le français n'est pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue d'adoption, et je l'aime dans toutes ses variations, en tout cas dans les films qu'on a cités là. J'ai froid, il pense pas. J'ai faim, il pense pas. Donne-moi une cigarette. L'amour qu'Elio porte aux langues est aussi large et multiple que celui qu'il porte au support filmique. De la pellicule aux images numériques, en passant par le glitch ou le cinéma 3D, notre invité nous raconte son rapport à toutes ces formes de cinéma. La pellicule, et le numérique, c'est vraiment deux supports pour moi qui n'a rien à voir, quoi. Et alors, je vais pas être d'accord avec Patricia Mazoui dans l'épisode précédent, je suis désolée Patricia, mais en fait, tout ça c'est des évolutions techniques, en fait, qui ont fait le cinéma. Il était muet, il est passé au parlant, la couleur, etc., la 3D. Mais je pense que c'est toujours important de questionner le support sur lequel on tourne les films, même les conditions de mise en production, de la post-production. Monter un film en pellicule, c'est pas la même chose que monter en numérique, ça n'a rien à voir dans la pratique. Coller des plans avec le support dans les mains, avec le sel d'argent, ça n'a absolument rien à voir d'être derrière un ordinateur devant un vide avec 3 écrans. Enfin, c'est pas le même rapport et aux outils, et à l'image, et au toucher. Donc je voulais juste dire que moi, pour moi, ça n'a rien à voir. Donc forcément, la question du support se pose à chaque fois que j'ai envie de tourner un film. Et je l'ai beaucoup fétichisé, notamment la pellicule, parce que la majorité des films aujourd'hui sont quand même tournés en numérique. Alors nous, on nous dit que c'est pour des questions d'argent, mais en fait, en numérique, on tourne plus. Mais c'est pas forcément là, il y a la question de la quantité et de la qualité. En pellicule, il y a un autre rapport au temps, forcément. Le temps de la concentration, le temps de la préparation. Tout ça est très différent, en fait. Donc, moi, j'aimerais beaucoup tester ça dans mon prochain film. Tester ce support sensible et voir si
il va répondre à mes fantasmes pour le coup, parce que je suis aussi dans une forme de projection là encore. Mais par exemple, quand je monte un film et que c'est de la pellicule, c'est merveilleux, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais quand on déroge ensemble avec le ou la réalisatrice, en fait, le fait de voir la pellicule, même si c'est dans un écran numérique, il y a quelque chose de la vie qui pétille, qui sort de l'écran, qui déborde et qui engloutit tout, quoi. C'est n'a rien à voir. Est-ce que tu es plus attaché aux images? Enfin, tu leur as... De ce fait, c'est peut-être même encore plus dur de monter tellement tu es attaché aux images ou pas? Non, c'est plus facile de monter, justement. C'est plus facile parce que l'image va... Enfin, après, je ne dis pas que... Enfin, tout dépend aussi qui filme les images, bien évidemment. Mais la pellicule m'attrape plus en tant que spectateur, en fait. Et quand on est monteur, on est le premier spectateur. Avant toute chose. Il y a quelque chose, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, le numérique, ça a tendance à uniformiser, en fait. Les pixels, en fait, sont beaucoup plus froides et définis que la pellicule, en fait, c'est beaucoup plus vivant. Donc, il y a une forme de chaos aussi, en fait, dans la manière dont l'image, donc le réel, est inscrit dans l'image. Donc, il y a un rapport aussi à la lumière. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Parfois, le processus... en fait, on fait pas forcément... Enfin, c'est pas forcément plus coûteux de faire de la pellicule, en fait. Il faut repenser toute la chaîne de production. C'est une histoire de choix. Complètement, ouais. Et du coup, j'aime beaucoup les cinéastes qui continuent à travailler la pellicule, qui la fétichisent aussi. Je pense que c'est un support à préserver. En tout cas, moi, en tant que spectateur, voir aussi un film qui a été tourné mais aussi projeté en pellicule, ça me procure encore autre chose pour le coup. De voir toutes les imperfections, les trous des raccords, de voir aussi le fait, je sais pas, en fait, c'est un rapport désorganisé en fait. Et du coup, je trouve que c'est plus proche du sentiment, parce que les sentiments humains, c'est aussi quant à eux beaucoup plus dans le chaos et désorganisé. C'est pas froid, quoi. C'est pas chirurgical, c'est pas froid. Et là, aujourd'hui, on va plus en plus vers des choses qui sont très cadrées, très froides. Donc, ça va être... on dépossède, en fait, les œuvres de leur substance vitale, parfois. Et de leur potentiel chaos, de fait, de partir dans tous les sens et pas forcément le sens qu'on leur a donné au départ. Ouais, mais je trouve que parfois, partir dans tous les sens, ça permet de revenir à quelque chose de très ancré, en fait. C'est assez... Ou de très simple. Ouais. Mais c'est assez intéressant de parler de chaos, justement, ou de remettre du sens et de la vie, parce que tu nous as dit que t'aimais les œuvres aussi qui mêlent des supports de tournage très différents. Et donc là, les matières vraiment se frictionnent, quoi. Il y a de la pellicule, il y a du numérique, voilà. Et tu nous as cité un film qui a l'air d'être assez important pour toi, Otaru, de William Labourie. Ouais, c'est très important. Je dirais que c'est le plus beau court-métrage de la Terre. Voilà, c'est dit. C'est un chef-d'œuvre, ce film. En fait, c'est le film de fin d'études de William Labourie, du coup, qui était aussi la Fémis en montage. Alors l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une personne hypermnésique qui a été envoyée dans l'espace et qui a une forme de conversation avec la fusée dans laquelle elle est, en fait. Et je sais pas du tout si je raconte ça bien, mais c'est un film assez didactique parce qu'au final, c'est un huis clos, mais donc tout se passe dans la capsule où le protagoniste a été endormi, mais comme une forme de cryogénèse. Mais il y a une forme de question-réponse avec l'ordinateur, à travers desquelles se glissent des interstices d'images du monde. Donc ces images, ça va être aussi bien des images d'archives. Je crois que c'est beaucoup d'images qui ont été glanées sur Internet. Ça va être de la 2D, de la 3D, des images d'exposition, des choses un peu Google Maps, et il y a du glitch aussi. Il y a beaucoup de glitch à un moment où justement sa mémoire commence à se faire contaminer par un seul souvenir. Complètement. Oui, c'est un grand film sur la mémoire. Voilà, j'aurais dû dire ça tout à l'heure. C'est un très grand film sur la mémoire et sur comment un souvenir peut contaminer tout le reste. Donc au final, c'est très humain. Donc, c'est un film que je vous conseille de voir. Il est disponible gratuitement sur Vimeo. Et oui, c'est un grand film. C'est un grand film
Parce que je trouve que c'est un film très incarné, alors que l'actrice, en fait, elle est endormie tout le temps à travers une caméra infrarouge. Mais sa voix est super. Et puis elle parle aussi souvent à l'écrit, en fait. On entend quelquefois sa voix, mais elle parle surtout à l'écrit via cet interlocuteur qui s'appelle... c'est le nom de son père. Bernard, c'est ça. Ouais. Et donc, lui, il parle, mais elle écrit, elle fait apparaître les lettres de ce qu'elle dit. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est marrant, je l'ai vu ce film plein de fois, mais je l'avais jamais formulé comme ça. C'est aussi un grand film sur le langage, du coup. Lui, il a une voix, donc c'est Bernard. C'est incarné dans une voix de... Mais d'ailleurs, il y a un truc assez drôle dans des séquences dans le film où ça peut être Bernard Tapie ou Bernard le chien. Et elle, effectivement, elle répond à travers des inscriptions sur un écran d'ordinateur des années 90. Très VHS. Très VHS, très lo-fi. Et c'est fou, ce film, en fait. Voyez-le. Très beau, ouais. Plein d'amour. Plein d'amour et aussi et d'humour aussi. C'est un film très drôle aussi, hein. Très caustique et très touchant, quoi. Enfin, moi, j'ai pleuré. Continuant son voyage mémoriel, Elio remonte jusqu'à son adolescence, hanté par la bande originale de Parawan pour le premier film de Céline Sciamma, Naissance des pieuvres, puis plus loin encore, aux souvenirs douloureux de l'enfance. Naissance des pieuvres, du coup, le premier film de Céline Sciamma, c'était un peu la jeunesse de tout, quoi. Enfin, je l'ai découvert à 17 ans dans ma chambre d'ado. Alors, j'ai pas compris le film non plus. Je comprends pas souvent les films. Ni les films de Romer à l'époque, ni ce film-là. Mais il s'est passé quelque chose qui s'est cristallisé en moi et que j'essaie de comprendre depuis ce jour-là, quoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Je crois que la première fois, c'était un tel bouleversement pour moi à plein de niveaux différents. Aussi bien sur mon rapport au désir pour les autres et aussi mon désir de cinéma. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un teen movie autour de 3 personnages. Marie, Floriane et Anne. Je crois que c'est Anne. Je crois aussi. Et c'est un ballet de désir, en fait. Quand on a 15 ans et qu'on habite en banlieue parisienne et qu'on s'ennuie le temps d'un été, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est un très très beau film. Avec des corps qui portent le spleen aussi, très malhabile. Complètement, ouais. Le personnage principal a des bras plus longs, a une démarche assez particulière, un peu en canard, qui est extrêmement touchante, qu'on voit dans les premières séquences. Donc elle, c'est Marie, et elle a un corps presque d'enfant, un peu prépubère, assez jeune. Et Floriane, en fait, qui est interprétée par Adèle Haenel, un corps beaucoup plus formé, beaucoup plus féminin aussi. Pourtant, elles ont le même âge. Et le corps de Anne aussi est aussi différent des 2 autres. Donc c'est ce truc d'avoir 15... Enfin, à quoi rêvent les jeunes filles de 15 ans, à quoi ressemble leur corps et leur désir. Et c'est vrai que j'avais jamais vu ça. Et c'est un film que j'ai revu plusieurs fois par la suite. Même que je dois revoir à des moments assez importants de ma vie, d'ailleurs. Je suis même allée faire un pèlerinage à l'Axe-Major. Et j'ai même tourné un film là-bas, d'ailleurs. Et comment la musique cristallise tout ça, en fait ? Parce que moi, je trouve que la musique de Parawan, elle fait petit à petit monter les larmes. Enfin, il y a quelque chose d'une vague qui t'emporte, quoi. Ouais. La fin étant un climax. Ouais, la fin, c'est un climax de ouf. C'est incroyable. Faut le voir pour le croire, un climax de teen movie comme ça, qui a l'air assez rentré quand même. C'est un film
très rentré, les personnages sont aussi rentrés. Alors, naissance des pieuvres. Les pieuvres, c'est le désir qu'on a dans le ventre. Naissance des pieuvres, c'est une naissance des désirs qu'on a dans le ventre et qui nous tordent les entrailles et qu'on ne comprend pas trop et qu'on essaye de démêler. Mais c'est aussi le désir de ces 3 personnages qui se tordent les unes avec les autres. Et la musique agit comme quelque chose de vampirique, en fait, dans le film. Elle infuse le film de manière discrète, indolore, et quand la fin du film arrive dans le climax, on est complètement foutu, quoi. Enfin, on est bouleversé. C'est là que c'est ce qui s'est passé. Parce que je voyais ce film dans ma chambre, voilà, sur des ados, un film mis en scène très frontal, avec une esthétique déjà un peu... Il a été tourné, je crois, en 2007, mais déjà un truc assez intemporel dans ses piscines, dans les fringues. Ça pourrait être un film des années 70, quoi. Et la musique arrive dès le début, et il y aura plusieurs musiques dans le film qui sont toutes incroyables, à chaque fois avec une variation en plus, et c'est vraiment un personnage en soi. C'est un personnage en soi. Elle inscrit l'évolution de leur état intérieur de chaque personnage. Et à la fin, en fait, ces 3 états se croisent et c'est le torrent intérieur. Et la BO est absolument sublime, quoi. En fait, elle a même le film à un point culminant, en fait. Enfin, elle sublime l'écriture de Céline Sciamma. Et on t'a demandé ensuite si tu avais un film ou plusieurs films, un souvenir d'enfance ou d'adolescence au cinéma qui t'a profondément marqué. Et tu nous as donné 2 souvenirs. Un souvenir d'enfance qui est Nobody Knows de Hirokazu Koreeda et un souvenir d'adolescence qui est celui de Paranoid Park de Gus Van Sant. Et donc, c'est des films très beaux, très doux et très violents. Ouais, c'est très violent, tu trouves ? Oui. Paranoid Park, oui, le personnage est hanté par une image très violente. violente. Ah oui, c'est marrant. Nobody Knows. Ouais, c'est vrai. C'est très violent ce qui se passe, en fait, mais dans une douceur extrême. C'est marrant parce que moi, je les qualifierais pas de violents. Alors, c'est des films qui brisent le cœur. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment violent que je les qualifierais ? Il y a le rapport à la mort qui est très présente dans les 2 films. Ça, c'est sûr. Il y a la mort qui est un peu... la mort un peu déformée dans Paranoid Park, presque un peu clownesque. Un peu à la Haraki, en fait, les morts un peu à la Haraki. Et la mort beaucoup plus intime, quoi. L'aveu de quelque chose à la fin de Nobody Knows. Et alors moi j'ai choisi ces 2 films-là pas pour leur violence, mais c'est marrant. Mais peut-être qu'il y a de la violence, sans doute qu'il y en a. Hein. Sans doute qu'il y en a, mais pour moi c'est des films écorchés, mais aussi des personnages écorchés qui malgré tout font le choix de la résilience. C'est comme ça que je les vois. Du coup, c'est peut-être pour ça que je les vois pas ça violents, mais je trouve que c'est des personnages qui traversent la vie, les événements, goutte que goutte, avec une forme de dignité. Enfin, surtout dans Nobody Knows, en fait. C'est l'histoire de 4 ou 5 enfants, je sais plus. 4 enfants. 4 enfants, inspirés d'un fait réel, qui ont été abandonnés par leur mère à Tokyo. Le pitch est très simple. Et on va les suivre sur plusieurs saisons. Sur presque un an. Sur presque un an, ouais, c'est ça, ouais. Et l'acteur principal, il a eu le prix d'interprétation masculine. Je crois que c'était le plus jeune acteur à avoir ça. Exactement. C'était même largement mérité. Incroyable, sa performance. Oui, j'ai parlé de ces films parce que, disons que la notion d'abandon, de manque, de mémoire, mais de présent et de résilience malgré tout, c'est des thématiques qui me passionnent et qui m'obsèdent depuis toujours, j'ai l'impression. Et que moi-même, j'ai essayé de travailler dans mon dernier film. Et dans Paranoid Park, je dirais que c'est plus un rapport au spleen. Pour moi, Nobody Knows, c'est un film sur le présent. Et Paranoid Park, c'est un film sur le spleen. Donc l'adolescent n'est pas dans le présent, il est dans un fantasme de son passé,
dans la projection de son futur. Et tout ça se passe dans la même scène, dans la scène de la douche. Qui est magnifique, effectivement. Qui est magnifique et qui mêle plusieurs temporalités. Qui mêle plusieurs temporalités et même plusieurs espaces. Parce que le son est très important dans cette scène-là. On entend même des bruits d'oiseaux qui se mélangent à la musique. Ouais. Et c'est vrai que ça crée un espace autre, en fait, je trouve. Complètement. Il appelle à plusieurs hors-champs dans ce film-là. Et surtout dans cette séquence, il y a une variation de lumière, il y a un changement aussi au montage son et au mix. Et c'est un ralenti assez intense dans cette séquence. Pourtant, c'est extrêmement banal. C'est un personnage qui prend une douche. Mais en fait, il se joue autre chose, quoi. En fait, il se lave de ses péchés, il se lave du sang aussi, peut-être. Mais je ne sais pas si on peut vraiment se laver du sang avec une douche. Maintenant, place à la carte blanche de notre invité sous la forme d'un poème. Il s'agit de la séquence d'ouverture du film de Gaspard Noé, Climax. Blanc sur noir, bleu, blanc, rouge. Le fond de l'air est rouge. Une sirène retentit. Alerte. Play. Supernature de Céron se lance. Des genoux au sol, des nuques en l'air, des bras qui frappent, des visages qui tapent. Uppercut. Crochet, back-hook, je, tu, il, elle, il, nouveau goût. C'est l'extase du relâchement, c'est l'énergie en mouvement, sa transformation pure. La fureur est une troupe en colère qui cherche à s'épuiser. Tous les moyens sont bons. Les gestes éparpillés montent au firmament, puis redescendent en chaos organisé. Messe du air nouveau à la recherche d'un dieu. Les corches se cherchent, se trouvent, se perdent, puis se retrouvent à nouveau. Volte-face. L'énergie est électrique. Le compteur va exploser. Tic-tac. Une bombe en surchauffe. Dans cet instant qui flanche, la caméra plane, tourne, tombe, puis s'envole à nouveau. Lorsque le corps est en sueur, la tête est libre. Lorsque le corps s'en renverse, pour une poignée de secondes, le monde revient à l'endroit. Moi, je trouvais ça étonnant parce que tu parlais beaucoup de colère dans ce texte-là. Mais si tu veux nous parler de peut-être ce rapport à cette colère et puis aussi du rapport à ce film-là, quand est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que c'était en salle? Qu'est-ce que tu as éprouvé au moment où tu l'as découvert? Ouais. Parce que c'est une scène extrêmement immersive, en fait. C'est le début donc de Climax de Gaspard Noé et c'est très, très immersif. Alors, je l'ai découvert en salle. Après, je suis retournée le voir une autre fois. Et j'aurais aimé le retourner le voir encore et encore et encore. J'aime particulièrement la première partie du film parce que dans la seconde partie, on bascule dans autre chose. Qui est plus similaire à ce qu'on connaît déjà de Gaspard Noé, de ses obsessions. Dans la première partie, il y a quelque chose d'un ballet en transe polyphonique, de corps déployés. Je vais refaire mon poème, mais ouais, de corps déployés, de quelque chose qui est lié à l'énergie pure. Du coup, pour écrire le texte, j'ai revu plusieurs fois. Et je trouve qu'il y a de la fureur dans cette séquence. Il y a de la fureur, il y a de la colère. C'est plusieurs explosions simultanées. C'est presque un film d'action. Et il y a aussi beaucoup de suspense dans ça. J'aime le fait qu'il filme la danse. Et en fait, au final, c'est des films de genre, quoi. Plusieurs genres qui s'entremêlent. Mais qui sont en harmonie. En fait, qui sont en harmonie. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que quand ils dansent, c'est en harmonie. Et quand ils dansent plus, quand on est dans le réel, ça se délite, quoi. On n'est plus dans l'harmonie. Complètement, ouais. La danse, en fait, c'est quand l'énergie est alignée entre tous ces corps. Du coup, il y a une... Ils sont sur la même fréquence. Ouais, complètement. Quelque chose du onde similaire dans tous ces corps. Quelque chose de presque assez militaire, avec la caméra comme ça,
les filme en top shots. La caméra bouge beaucoup dans cette première séquence, essuie les corps avec essaie de chercher en fait l'énergie pure de ces danseurs, comme si ces danseurs portaient la vie en fait. Et il y a quelque chose de la vie qui se déploie sous nos yeux, comme une bombe ou comme une fleur, qui est jouissif à regarder, mais même au-delà de regarder, à sentir. Le son est très important. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper immersif et j'adore ça. En fait, c'est de la 3D sans avoir besoin de faire la 3D, quoi. Donc, mais justement, le film est hyper immersif, il a un rapport physique en fait. Et est-ce que toi tu te souviens, la première fois que tu l'as vu ou même les fois d'après, ce que le film a vraiment fait à ton corps? Ouais, je crois que le son est très fort quand même. Je crois que Gaspard Noé, il mixe très très fort ses sons. Je crois que même il est assez malin parce qu'il glisse des espèces d'ultrasons. Je crois qu'il faisait ça dans ses films d'avant. Je sais pas si c'est Carnet ou je sais plus. Mais c'est-à-dire c'est des vibrations qui nous touchent directement. De toute façon, le son c'est physique, mais les sons qu'on ne perçoive pas avec nos oreilles, mais avec nos corps directement, c'est encore autre chose. Mais lui, il a toujours travaillé cette densité du son, mais aussi de la caméra, très mobile, très énergique, très vive, capable d'aller chercher des choses que d'autres personnes n'arrivent pas ou ne s'intéressaient pas à aller chercher, quoi. Il y a le rapport, j'ai l'impression dans ces films, il y a toujours une forme de prouesse technique. Il vient aussi de Louis Lumière, donc peut-être ça explique aussi pourquoi il est aussi friand en fait de tout ça. Mais moi je trouve ça super en fait parce que ça n'enlève, c'est pas moins intellectuel en fait. Donc j'ai l'impression que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de corps, mais le corps, l'esprit existe parce qu'il est dans un corps, parce qu'il est incarné dans un corps. Et les films de Gaspard Noé, même s'il y en a certains pour lesquels j'ai des rétinences, travaillent cette thématique. En parlant des corps, Elio nous parle de celui des foules, présentes dans Koyanis Katsi, le film prophétie de Godfrey Reggio, en répondant malicieusement à notre question « Quel film recommander aux générations passées ?» Oui, j'ai choisi ce film que j'ai découvert au collège avec mon prof de musique qui était extrêmement lunaire et que tout le monde pensait qu'il était fou. Ouais. Et maintenant, je me dis que c'était un génie. Après, pour la musique, on comprend, vu que c'est Philippe Glass. Ouais, mais en même temps, il avait une salle de musique complètement à l'écart de tout le monde, genre limite dans une cabane. Et il nous faisait écouter ça, il nous faisait écouter les Led Zepp, et on faisait des siestes acoustiques, quoi. On dormait, et on pouvait dormir, voilà. Et meilleur prof. C'était le meilleur prof, ouais. Et je comprends pas, à l'époque, tout le monde le lynchait, moi je l'adore, quoi. Enfin, il était génial. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce film. Pour moi, qui est visionnaire, mystique, lucide sur le monde contemporain. C'est pour ça que je le proposerais à des générations passées, pour qu'ils puissent voir, toute la machinerie du monde moderne. Comme un présage. Comme un présage, ouais. Un présage, est-il bon, est-il mauvais? Mais c'est comme... j'aurais aimé être un oracle pour leur transmettre un DVD de ça. Comme dans Matrix. Je leur filerais un petit DVD dans une petite pochette. Sous le manteau. Sous le manteau. Exactement. C'est un film... c'est un film divin. Parce que la BO de Philippe Glass est divine. C'est la crème de la musique répétitive. Donc il y a aussi une forme d'incantation du monde, des esprits, et une vraie réflexion sur la mécanique des corps, des sociétés, des politiques, des villes. Comment est-ce que les corps se déplacent dans les villes? Comment est-ce que
les corps ont quitté des corps pour devenir des voitures, pour devenir des buildings, pour devenir des plus. Et je pense que on est un peu là-dedans. Par exemple, Transformers, peut-être que c'est l'héritage indirect de ça, en fait. On va vers les machines. Donc la prophétie, elle est pas binaire, elle est pas forcément que négative, mais ça a cristallisé quelque chose de son époque quand elle a été faite. Et je trouve qu'il est toujours très contemporain, ce film. Donc j'ai l'impression que oui, il mériterait de voir ce film. Hein. Oui, toutes les générations pourraient le voir. Et moi, je trouvais ça marrant que ce soit un film qui avance à reculons, parce que tout le film est un time-lapse qui est inversé. Donc on retourne en arrière. Et comme tu dis, il y a une vraie vision de la technologie, du côté très négatif et positif que peuvent avoir les villes, mais il arrive quand même à capter quelques moments humains. Enfin, je pense par exemple à une séquence où ils sont dans un quartier désaffecté, et à un moment ils filment 2 vieillards, je crois, sur des marches. Il y a quand même quelques instants où on est face à des hommes et des femmes, quoi, à l'humanité, et que on voit leur humanité, quoi. Oui, parfois il y a des individus qui s'extraient de la masse, et le montage est super hypnotique. En fait, c'est un film très sensoriel, très intuitif et très hypnotique. Globalement, les corps sont filmés comme des corps de masse, comme des corps de foule. Des foules, ouais, c'est ça, c'est des extra-corps, quoi. Mais parfois, il y a des individus qui s'extraient de ça, comme ce que tu viens de raconter. Et oui, on peut y voir des parcelles de l'humanité, quoi. Peut-être que c'est le film qu'on pourrait envoyer dans l'espace, par exemple, pour leur témoigner de notre époque. Et on t'a demandé ensuite, parce qu'on parle donc beaucoup de regard et de gaze ces derniers temps, de female gaze, de male gaze, de queer gaze, et on s'est demandé, en prenant en compte tout ça, ou pas, s'il y avait un film ou des films qui avaient bougé ton regard, qui l'avaient un peu déplacé, où tu t'es senti, ah ok, là il y a un autre regard qui se fait. Et tu nous as cité 2 films, enfin une série et un film, Sense8, dont on a déjà parlé, des sœurs Wachowski, et Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert, j'espère. Les Daniels, comme les Daniels, ouais, c'est ça. Oui, ce film dont on parle beaucoup actuellement, et c'est tellement chouette que Michelle Yeoh et l'autre acteur, ils ont eu ce qu'ils méritent, quoi. Oui, quand j'ai mis la réponse pour cette question, je m'étais dit que j'allais galérer pour la répondre, parce que résumer ce film, voilà, c'est un petit casse-tête. Mais oui, il a déplacé des choses en moi. Alors moi, je l'ai vu au Hall. La séance était remplie et c'était une séance incroyable. Je pense que c'était l'une de mes plus belles séances au Hall. Les gens rigolaient, on applaudissait, on pleurait. J'entendais des gens pleurer à côté de moi et ça me faisait pleurer. Et après on rigolait. Enfin, c'était incroyable comme séance. Et à la fin on a applaudi parce que je crois que ce film est important, et dans sa conception de la narration, et dans ce qu'il réinvente en termes de représentation des corps et de leur potentiel en devenir. Ouais, surtout des narrations qu'on leur propose, en fait, et aux acteurs et aux actrices asiatiques dans le cinéma mainstream, mais dans le cinéma tout court aussi, en fait, américain mais aussi mondial. Des ramifications sur le genre, parce qu'il y a de la comédie, c'est un drame, c'est un film d'action, c'est un film d'anticipation, un film de science-fiction. Parfois même presque un film d'animation. Carrément un film d'animation, oui, un film d'animation. Et il y a des références aussi à d'autres films, donc c'est un film très méta, mais méta, quoi. Il y a des références à Wong-Kar-wai. Oui, ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est une œuvre qui s'est nourrie du cinéma mondial et de toute la cinéphilie. Ça aurait été incroyable que vous l'interrogiez, parce que du coup, c'est vraiment les cinéphiles de notre temps, quoi. Ouais, il y a des références à Wong Kar-wai, il y a des références à Ratatouille. Est-ce qu'il y a des références à d'autres films? En fait, à plein d'autres films aussi, de films fantastiques, d'anticipation. Et tout ça est dans l'écriture, et l'écriture est tellement fluide, en fait. C'est un exploit d'avoir réussi à mener à bien ce projet-là, et sur le plan de l'écriture, et du tournage, et du montage aussi. Et du montage, oui. Ouais, c'est tellement épileptique comme manière de en fait, c'est des logiques de sensations qui sont c'est difficile de mettre des mots, c'est intéressant. Je dirais que ils s'inscrivent dans la suite de ce que les Wachowski ont inventé avec Sense8, en fait.
Je crois qu'on est déjà dans l'après. Et on est vraiment dans quelque chose de très sensoriel. Ouais, exactement. Après, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans Everything Everywhere All at Once, titre très long, c'est que justement, parfois il y a des collisions et des collusions entre les univers, et donc des interstices aussi, et ce qui se passe entre est très intéressant pour le regard aussi, je trouve. Complètement. Tout se situe dans le entre, j'ai l'impression. Parce que c'est un film qui nous présente énormément d'univers les unes sur les autres, comme un millefeuille avec 1000 univers, de possibilités, d'hypothèses. C'est presque un film sur la physique quantique, quoi. En fait, sur l'hypothèse qu'on a choisi d'exister dans cette vie-là, mais dont d'autres hypothèses de nous-mêmes existent dans d'autres vies parallèles dans l'instant même où on parle, quoi. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que entre ce film-là et Sense8, en fait, tu nous as répondu par 2 œuvres qui jouent beaucoup sur la fragmentation, donc les univers parallèles, ou pour Sense8, des personnages qui sont aux 4 coins du monde. Et en fait, ces œuvres-là, même par leur montage, elles tentent un peu d'abolir des frontières et de rassembler, en fait. Complètement. Ce qui paraît distant. Ouais, complètement. En fait, tous ces mondes peuvent se rencontrer grâce au montage, en fait. Je viens de rendre compte que c'est des grandes œuvres qui, mettent en lumière le pouvoir du montage, en fait. C'est vrai que Sense8, c'était l'une des premières séries à monter quand même ce montage-là, qui est un montage sensoriel, quoi. C'est le sens qui nous fait basculer d'un pays à un autre, d'une situation à un autre, un personnage à un autre. Et pour moi, en fait, c'est même au-delà du cinéma. Tout à l'heure, je parlais de mythologie avec David Lynch, mais les Wachowski, je parlerai de philosophie, quoi. C'est vraiment un rapport au temps qui est peut-être plus proche du rapport au temps qu'on aurait en Orient qu'en Occident. Donc ça va pas être quelque chose de linéaire, mais quelque chose de plutôt circulaire. Des temps torsadés, des temps qui reviennent comme des vagues, où le début et la fin, ça se rejoint, quoi. Donc tout ça, c'est des mots. Et après, dans les faits, dans ces œuvres, c'est aussi, ça leur a permis d'inventer des formes incroyables en termes de mise en scène, d'incarnation, de narration. Ce sont des épopées un peu intergalactiques, mais pas comme Star Wars, en fait, mais tout en gardant, en fait, le côté très, très humain. Mais oui, j'ai l'impression que c'est des œuvres qui portent une énergie en elles, qui les projette vers le futur, en fait. Mais c'est vrai que il y a vraiment pour moi, c'est des œuvres avec des messages, même si j'aime pas trop les films à messages, mais je sais pas, chez les Wachowski ou dans Everything, il y a quelque chose de tellement généreux, de partage, de joie, d'espoir, de possible, de monde du possible, qui, moi, me touche énormément, sachant qu'on vit dans un monde assez dense et pas toujours facile en ce moment. Et j'aime que le cinéma nous vienne en aide grâce à ces canoës d'épopées, en fait. C'est des films qui nous disent que d'autres narrations sont possibles, qu'on peut s'en sortir, que même si la pression sociale, politique, géopolitique est intense en ce moment, rien n'est joué, en fait. Rien n'est joué, et c'est dans l'instant de chaque personne que, en fait, on a tous ce pouvoir-là de faire changer les choses, tous à notre échelle. Et puis d'un certain retour à une certaine naïveté aussi, je trouve. Et qu'on retrouve d'ailleurs, petite transition, dans tes films refuges. Ah. Parce que dans tes films refuges, je trouve qu'il y a un retour à cette naïveté. Et parce que tu nous as cité le Spider-Man 2 de Sam Raimi et une série de ton enfance qui s'appelle Princess Pearl. Donc voilà, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ces 2 refuges-là ? Je suis hyper contente de parler de naïveté, parce que moi-même, je me considère comme quelqu'un de naïf et de candide. Et j'aime bien défendre ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde assez sérieux, assez stérile, assez cynique, et il n'y a pas beaucoup de place pour des gens candides et naïfs. Et moi, j'aime quand il y a des personnages naïfs au cinéma, comme dans Heureux comme Lazaro, par exemple. Des gens qui ont gardé cette capacité d'émerveillement, même si les obstacles sont plus grands les uns que les autres, quoi. Je crois que c'est important de garder cette flamme, mais aussi l'espoir.
Et c'est des œuvres, en tout cas pour Spider-Man, qui donnent cet effet-là au spectateur aussi. Parce que celui-là, il a un rapport très enfantin, contrairement aux films de super-héros récents. Ouais, du coup, qui sont beaucoup plus... C'est moi qui... Ouais, il y a quelque chose de ludique, en tout cas. Ouais, de ludique. C'est enfantin, ouais. Je les ai découverts moi-même quand j'avais à peu près 13 ans, je pense. Et j'adore Spider-Man 2, en fait. Mais je l'aime d'amour, ce film. Je le vois 3-4 fois par an, je pense. Mais la première fois que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu sur ma PSP. C'est incroyable, hein. Ah oui, sur un tout petit écran. Ouais, mais je le regardais dans ma chambre comme ça, c'était génial. Je mettais sous ma couette et je regardais genre Spider-Man, j'aimais trop en fait. Et je me projetais trop dans ce film d'action avec le docteur Octopus là. Incroyable. Qui fait un petit peu peur, qui cette fait scène peur, ouais. De bloc chirurgie, opératoire. oui. Ah ouais, cette scène-là, c'est une scène de film d'horreur, hein. Ouais, le découpage est incroyable de cette scène. Je l'ai revu après sur... Et ça rappelle sur que Sam YouTube. Raimi faisait des films d'horreur avant. Ouais, Evil Dead, c'est lui ça. Ouais. Oui, il y a des choses qui restent comme ça de film en film. Mais ce que j'aime particulièrement dans Spider-Man, c'est la formation d'un héros très humain, très naïf, qui à la base ne voit pas trop en fait. En plus, il porte des lunettes. Et très adolescent. Très adolescent. Il est un peu loser quoi. En fait, il est un peu nul. Après, il y a eu d'autres films qui ont continué un peu la réflexion autour du héros loser, mais qui me touchent moins parce qu'on est plus dans des films méta. Alors que dans Spider-Man, c'est quand même un film très au premier degré. Il est gentil au premier degré. Ouais. Oui, c'est un vrai gentil, ouais. Il se fait bolos par tout le monde, mais c'est un vrai gentil. Et j'aime bien ce truc de pureté du personnage candide, et que ça soit sa force, quoi. C'est marrant parce que que ce soit le héros et qu'en fait malgré tout, même s'il voit pas et que c'est complètement un bolos avec des meufs et il fait n'importe quoi, et c'est quand même le main character, quoi. Il a ce truc de main character energy et j'ai l'impression qu'il est moins intelligent que les Batman, il est moins cynique aussi. Il est moins cynique, il est moins riche que Iron Man, il est moins expérimenté. Ouais. Il est moins parfait que Superman, mais Spider-Man, c'est mon préféré parce que il est il est fragile. Fragile, mais dans sa force, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité et montrer sa sensibilité. D'ailleurs, on voit dans son regard qu'il y a quelque chose où le monde pénètre en lui de manière indicible. Et ouais, les personnages comme ça me touchent énormément. Et en plus, alors malgré les cascades qui donnent une sensation de liberté, surtout d'immeuble en immeuble, ça c'est toujours un plaisir incroyable. Ouais, on le voit beaucoup comme un corps un peu burlesque qui va tomber quand même, qui va chuter, qui va vraiment faire des chutes un peu bêtes en plus. Et ça c'est... Ouais, quand il essaie de sauter d'un immeuble à un autre là, même dans la scène de l'ascenseur, oui, les côtés... J'aime bien parce que c'est un corps justement qui est tout à fait imparfait comme la pellicule comme support. C'est un corps aussi très très léger quand il flotte dans les airs. C'est des scènes. À l'époque quand c'était sorti, c'était comme des exploits en termes de 3D. C'était très 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 beau, comme une danse en fait. Et c'est gracieux. C'est très gracieux, exactement. C'est presque comme un ballet. Et le moment où il tombe, c'est extrêmement drôle. Et c'est du premier degré et ça nous fait attacher encore plus au personnage. Mais la scène, moi, qui je trouve incroyable, toutes les scènes sont incroyables dans ce film, mais l'une des scènes, c'est la scène du métro. Vous vous rappelez de cette scène? Quand il essaye d'arrêter le métro. Non, mais moi, j'aime trop cette scène. En fait, je pourrais regarder tous les matins. Elle est iconique, cette scène. Elle est incroyable. Mais tout ça, c'est vrai, c'est assez mièvre, en fait, je viens de m'en rendre compte. Mais j'adore, en fait. C'est hyper premier degré, c'est hyper... bienveillant et chaleureux. Ouais. Et quand il s'effondre et que son corps est porté par toute la rame de métro, là, moi, je pleure, en fait, ça à chaque fois. J'aime bien les personnages bons au cinéma. Faut pas les oublier. Exactement. Mais merci beaucoup, Elio, pour cet entretien. Merci beaucoup. C'était super intéressant. On est trop heureux de t'avoir eu. On remercie aussi Élodie Imbeau qui nous permet d'enregistrer à la Cinémathèque, Gabriel Régnier pour sa musique, et on vous dit à la prochaine.